Alors, le fonds vautour, c'est un terme qui est courant dans certains milieux, donc milieu de la finance, des ONG actives dans le domaine, mais qui est peut-être peu connu de la population. Tu me diras si je me trompe. Pourtant, les pratiques des fonds vautours, c'est quelque chose qui a un impact direct sur les finances publiques, donc sur la répartition des richesses et la vie en société. Est-ce que tu pourrais expliquer simplement, pour quelqu'un, un individu du peuple, qui ne sait pas du tout ce que c'est, qu'est-ce que c'est les fonds vautours? Ouais. Donc un fonds vautour, c'est une entreprise financière qui est souvent basée dans les paradis fiscaux. Donc la majorité sont basées dans les paradis fiscaux. Pourquoi? Parce que leur stratégie, elle est pour le moins immorale, puisqu'elle consiste à racheter des titres de la dette, à racheter des créances sur les États, mais qui sont en difficulté financière. C'est-à-dire des États qui sont endettés? Qui sont très endettés, qui sont au bord du défaut de paiement ou qui sont même déjà en défaut de paiement. Et du coup, leur stratégie, elle est ciblée vers ces États-là, puisque du coup, leur cote à ces États-là sur le marché d'occasion des dettes, là où les fonds vautours agissent le plus On appelle souvent, les marchés secondaires? C'est ça, le marché secondaire de la dette. Le prix de la créance, le prix du marché baisse, puisque voilà, l'État est au bord du gouffre, etc. Donc le fonds vautour, il arrive à ce moment-là, cette entreprise financière arrive à ce moment-ci et rachète au créancier originel sa créance sur un État, mettons le Mozambique. Et le créancier originel, donc ouais, ok. Le créancier originel, ça peut être une banque, okay. Ça peut être un État, et parfois un État qui prête à un autre. Voilà, un État qui prête à un autre. La Banque mondiale? Non, la Banque mondiale, non. Mais du coup, donc, ça se fait souvent sur le marché secondaire, puisque voilà, comme je t'ai dit, avec le prix du marché qui baisse. Et donc, il rachète la créance pour une bouchée de pain, mais il va attendre que le pays qui est en détresse financière aille mieux, entre guillemets, et une petite bouffée d'oxygène pour attaquer l'État en disant maintenant vous êtes solvable, mais on ne vous réclame pas le montant auquel on a acheté la créance, on vous réclame le montant de départ, plus les intérêts de retard, plus les frais de justice, plus autres pénalités. Et donc on arrive à des... Donc il y a un rapport qui est sorti l'année dernière, un rapport de l'ONU, donc le rapport Ziegler, enfin je l'appelle rapport Ziegler parce que c'était le vice-président de la commission du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui a regardé toutes les activités des fonds vautours et les profits qu'ils ont engrangés en moyenne. Et donc c'est des profits qui vont de 300% à 2000%. Donc la plus-value, c'est entre 300 et 2000% en moyenne. Dans le cas de l'Argentine, ça a été plus pour certains fonds vautours, puisque par exemple le fonds vautour qui nous attaque aujourd'hui, NML, fait partie d'un autre fonds vautour, un super fonds vautour, qui s'appelle Elliott, qui est possédé par la même personne, le milliardaire états-unien Paul Singer. Et ce fonds vautour-là a fait un profit, c'est x25. Donc c'est plus que les 2500% que je t'ai dit, puisqu'il a racheté des titres de la dette à 80 millions de dollars et il a obtenu de la justice états-unienne 2 milliards de dollars. Donc 80 millions de dollars rachetés et il a obtenu 2 milliards. Donc ça c'est par le jeu des intérêts et par le jeu de la valeur, donc il réclame la valeur faciale, la valeur d'origine. Alors, et donc pour faire ça, les fonds vautours, donc ils utilisent les tribunaux, les tribunaux, mais là il n'y a pas de limite, ils utilisent n'importe quel tribunal du moment qu'il y a un lien de rattachement avec le pays qui est attaqué. Donc par exemple en Belgique, les tribunaux belges, bruxellois, ont été plusieurs fois saisis de requêtes d'actions de fonds vautours. Donc il y a la procédure en justice, mais souvent, faut avoir ça à l'esprit, souvent c'est de l'intimidation directe. Et donc ils font pression sur l'État en disant si vous ne nous payez pas maintenant, on va direct en justice et là ça va faire mal. Donc il y a les actions en justice, mais il y a aussi toute la pression qui est mise avant, la pression officieuse, le lobbying qui est mis, les campagnes d'intimidation, etc. Alors, détail, je veux dire, pour bien comprendre, le prix des créances sur le marché, quand tu dis qu'elle diminue, c'est le marché qui fixe cette... Oui, c'est ça. Okay. Et autre point, ils attendent que les... Mais on ira plus profondément dans cette question, on prendra l'exemple de certains pays, mais ils attendent tu dis que les pays aillent mieux, ils vont mieux notamment en empruntant de nouveau sur le marché, parce que comment vont-ils mieux? Ou par exemple, régime politique plus libéral? Très concrètement, c'est souvent... donc oui, ça c'est vrai qu'avec l'Argentine, NML, donc Elliott, Paul Singer qui est derrière, a applaudi tout de suite la victoire de Macri en disant voilà, et le juge aussi
Ça, c'est fou aussi. Le juge new-yorkais, donc Grisa, celui qui a condamné l'Argentine. Le juge, quoi. Ouais. Le juge a applaudi en disant ah ben voilà, là on va pouvoir s'entendre, quoi. Et donc l'histoire de l'Argentine s'est réglée par une négociation, mais une négociation qui a été largement en faveur des fonds vautours, puisque maintenant l'Argentine, c'est ça qu'on ne dit pas, quoi. On dit que l'Argentine a renoué avec les marchés financiers, parce que l'Argentine avait été mise au banc des marchés financiers pendant presque une dizaine d'années. D'ailleurs, bon, nous au CNTM, on n'est pas du tout pour la croissance économique, etc. Mais si tu prends le camp des économistes néolibéraux, keynésiens, etc., qui focalisent sur la croissance économique, on voit bien qu'il n'y a pas de lien entre le fait qu'un pays soit exclu des marchés financiers et le fait que la croissance économique baisse complètement, puisque la croissance économique de l'Argentine a augmenté ces dernières années sous Kirchner, que nous, on ne porte pas dans notre cœur au CNTM, parce que justement, il y avait une politique de suspension du paiement de la dette qui a abouti à une négociation avec 93% des créanciers de l'Argentine. Et donc, ça a permis un rebond du côté de l'Argentine. Mais ça, voilà, ça c'était une... Je veux dire, suspension, tu dis, Kirchner vous la portez pas trop en hauteur parce que ça aurait dû être une annulation. Bah, oui, il y avait les arguments. En plus, il y avait un jugement de 2000 donc, qui a rendu, donc c'est un tribunal fédéral argentin qui a dit que la dette argentine était odieuse et qu'il y avait une centaine d'actes délictueux dans la formation de cette dette. Et donc en fait, le jugement avait donné la patate chaude avait donné la base légale au gouvernement argentin, au Parlement argentin, pour décréter, mais au fait, cette dette-là, on ne doit pas la payer puisque juridiquement, elle ne vaut pas. Mais voilà, donc par rapport à ta question, donc Macri arrive au pouvoir, les marchés financiers applaudissent, Elliott applaudit, le juge new-yorkais applaudit, et on dit, voilà, c'est super, l'Argentine renoue, peut emprunter à nouveau sur les marchés financiers, mais l'Argentine emprunte à du 10%, quoi. Et a emprunté expressément pour payer les fonds vautours, donc les 7% de créanciers qui avaient refusé la négociation, la restructuration de la dette argentine. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, mais quand on dit un pays va mieux, donc ça c'est entre guillemets, c'est une bouffée d'oxygène, par exemple un allègement de la dette. Donc exemple concret, la Zambie. Donc la Zambie, quelques semaines avant l'allègement officiel de la dette zambienne en 2006, donc tout le monde le sait, puisque la Zambie était classée pays pauvre très endetté par la FMI, PPTE, donc était éligible à un allègement de la dette, mais en contrepartie, il y avait toutes les réformes néolibérales qu'il fallait encore implémenter du côté de la Zambie. Mais bref, il y a un allègement de la dette qui se prépare. Le fonds vautour, donc c'était le fonds vautour Donegal International, qui est basé aussi dans les îles Vierges britanniques, donc voilà, un autre paradis fiscal. Et donc qui sait ça, qui est créancier de la Zambie, et paf, allègement de la dette, il va voir la Zambie et il l'attaque en justice en demandant le paiement de la dette. Le paiement au prix fort, et donc là on a estimé que c'était x17. Donc dans ce cas-ci, Donegal a porté l'action devant la Haute Cour de Londres. La Haute Cour de Londres a dit ok, la Zambie, vous êtes créancier, même s'il y a eu des actes de corruption qui ont été notés, hein. Mais ça n'influe pas sur le jugement, c'est ça qui est assez fou. La Zambie est débitrice, vous devez payer au fonds vautour 17 fois ce que le fonds vautour... Oui, donc l'allègement de la dette n'aurait pas profitable. Pas du tout. C'est un subterfuge. Pas du tout, et même le gouvernement zambien avait décidé que les bénéfices de l'allègement de la dette, ce que la Zambie ne devrait plus payer en termes de dette, puisqu'il y avait un allègement, ça permettrait d'aller dans les dépenses de santé. Donc il y avait déjà des fonds qui étaient alloués à la santé, qui ont dû... et qui ont été soutirés une fois que le jugement est intervenu pour dire non, en fait, on rembourse ce fonds vautour qui apparemment est prioritaire sur les dépenses de santé. Donc voilà, un allègement de la dette, ou, autre exemple concret qui là est en lien avec la Belgique, c'est 2007 aussi. C'est pas le Pérou? C'est le Congo-Brazzaville. Ah oui, Congo. Oui. Le Congo-Brazzaville, donc là aussi on est dans des chiffres hallucinants, puisque tu as le fonds vautour qui a racheté, donc c'est le fonds vautour qui s'appelle Kensington International, qui fait partie d'Elliott, possédé par Singer et Nemel, donc là c'est la même galaxie, et Kensington qui rachète une dette pour 1,8 million de dollars, et il a obtenu un jugement de 118
millions de dollars. Ok, donc il est créancier à cette hauteur-là et il va chercher à se faire payer sur le dos de la population congolaise et il a su, donc de manière officielle, qu'il allait avoir de l'aide publique au développement qui allait être... Ils ont bloqué le... Ben, ils ont été directement dans le trésor belge en disant « Oh, vous allez donner de l'argent aux Congolais, mais non, nous on est créanciers, voici le jugement. » Et donc l'argent de la coopération au développement a été détourné directement au bénéfice du fonds Kensington. On en parlera parce qu'à ce moment-là, la Belgique légifère. Mais est-ce que les fonds vautours sont un mécanisme particulier ou en fin de compte une simple extension de certaines pratiques de spéculation financière? Ou est-ce que c'est vraiment... Bah, leur business, il est quand même très ciblé, parce que c'est la spéculation, oui, comme tu l'as dit, spéculation sur la dette. Ça fait 20 ans aussi, hein. Ça fait 20 ans qu'ils font ça. Ça n'existait pas avant? Et là, ça revient un peu sur l'effet de l'actualité. En fait, ils ont fait leurs armes sur les dettes des entreprises. Donc, ils ont d'abord testé avec les entreprises dans les années 70-80, surtout. Donc, ils rachetaient les dettes? Ouais, ils rachetaient les dettes pour prendre le contrôle de l'entreprise et puis ensuite pour la liquider, quoi. Avec les plans de licenciement. C'est ce qui se passe là en ce moment en France avec Vivart. Je ne sais pas si tu es au courant là, avec ces premiers groupes d'habillement français. Ah oui, Naf et tout ça. Et c'est des fonds vautours qui sont rentrés dans l'actionnariat. J'ai l'impression que les médias n'ont pas parlé de... Est-ce que les médias ont parlé de fonds vautours? Si, maintenant ils parlent de fonds vautours. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait l'actualité. Voilà, donc c'est pour dire que c'est une technique qui vient des entreprises en difficulté. Et ils ont essayé la même chose avec les États. Et ça a marché. Donc la première attaque, c'est Paul Singer en 95 avec le Panama. C'est là où il fait, et donc il réussit, donc ça fait un peu plus de 20 ans que la machine est en route et qu'il y a d'autres fonds vautours qui se créent, parce qu'il y en a beaucoup qui se créent. Donc est-ce que c'est une catégorie à part? Oui et non. Oui, dans le sens où en fait leur stratégie, la force de leur stratégie, c'est qu'ils sont isolés. Si tous les créanciers faisaient ça, tous les pays seraient KO, quoi. Donc leur force, c'est de dire, on compte sur les autres pour nous permettre d'obtenir un avantage justement illégitime, terme qui est repris. On compte sur le non-paiement, quoi, aussi, sur le... Oui, ça se nourrit de ça, quoi. Si les pays sont pas au bord du gouffre, ils peuvent pas racheter des titres de la dette si bas, quoi. Donc c'est vraiment, et puis ils se mettent, donc c'est aussi une spécificité, c'est qu'ils se mettent dans une position à risque de manière consciente. Donc ils savent qu'ils font un placement hyper risqué. Mais ils se mettent consciemment dans ce risque parce qu'ils savent qu'il y aura d'autres personnes, d'autres créanciers qui coopéreront, dans le sens où ils accorderont des allégements de dette, mais à chaque fois, c'est important de le dire, qui sont conditionnés. L'Argentine a pris cher. Ce n'était pas une victoire, justement. Maintenant, avec du recul, on regarde la réduction de la dette argentine. Il y avait énormément de conditions qui étaient au bénéfice des créanciers qui ont accepté la réduction de la dette. Mais bref, le créancier se met à part, il est isolé, et ce que je voulais dire, c'est que, il se met dans une position à risque, et ce qui est marrant, c'est qu'il refuse d'assumer ce risque. Donc en fait, il refuse de faire le jeu du marché. Puisque en fait, à chaque fois, il s'adresse aux États, il s'adresse à la justice étatique, au pouvoir public, pour dire, vous voyez, il faut me rembourser, quoi. Donc ils se servent du marché, ils prennent un risque spéculatif, mais ils refusent de l'assumer, puisque ils se reposent sur la justice. Ils se reposent sur la justice. Donc, à part, et en même temps, par exemple, le fonds vautour Hémisphère, donc ça c'est un fonds aussi important, FG Hémisphère, qui a attaqué le Congo-Kinshasa, entre autres, il a été créé par 2 anciens consultants de Lehman Brothers. Donc en fait, c'est des gens, beaucoup qui viennent de la banque traditionnelle, entre guillemets, et qui vont développer ces fonds d'investissement, ces fonds spéculatifs, quoi. Et on se rend compte quand même, avec la loi belge, qu'ils ont le lobby des banques derrière. Febelfin a fait pression sur les députés belges pour pas que la loi belge soit adoptée. Donc tu vois, c'est pas ils sont pas vus comme des parias de la finance, encore une fois traditionnelle, des grandes banques qu'on connaît ici, quoi.
Et là, et c'est ça qu'on ne sait pas parce qu'ils sont dans les paradis fiscaux, et ça c'est important, c'est que qui est actionnaire de ces fonds vautours? Ça se trouve, la BNP a des actions dedans, Belfus, mais non, on ne sait pas l'actionnariat de notamment Elliott. Parce que c'est dans des paradis fiscaux. Oui. On n'arrive pas à avoir cette information. Et il y a de fortes chances, il y a vraiment de fortes chances, mais là je ne peux pas l'affirmer, je peux encore moins dire les noms, qu'il y ait des banques d'ici qui ont des actions dans ces fonds vautours, parce que les rendements, c'est des rendements de fou, quoi. Donc, c'est particulier, mais en même temps, disons que c'est intrinsèquement lié au principe des paradis fiscaux. Sans paradis fiscaux, pas de fonds vautours, disons. Si, les fonds vautours pourraient se développer, mais en fait, vu que leur business est très malhonnête, et donc ils veulent protéger les personnes qui s'enrichissent, il vaut mieux utiliser les paradis fiscaux pour avoir une anonymat complète, quoi. Donc ça facilite leur business. Mais ils pourraient très bien faire ça, installer en Belgique ou installer en France. Ils utilisent les paradis fiscaux, mais c'est pas une condition sine qua non pour leur permettre d'agir, quoi. Donc la Belgique légifère en 2008 suite à l'affaire du Congo et à la volonté du fonds vautour de prendre possession de l'argent lié à la coopération et c'est une volonté ça s'est fait. Qu'est-ce qu'elle fait alors en 2008, la Belgique? En 2008, du coup, c'est là, en fait, nous, au CETM, on avait eu connaissance de ces fonds vautours quelques années avant. Notamment, la Zambie, ça a été un gros coup, tu vois, parce que je t'ai dit, allègement de la dette, hop, puis paf, l'allègement de la dette qui finalement part dans les poches d'un fonds vautour. Donc même le CADTM n'était pas au courant avant de l'existence des fonds vautours. Il l'a appris un peu... En fait, on ne travaillait pas dessus. Okay. On ne travaillait pas vraiment dessus. Et c'est vrai que c'était peu connu dans les médias. Vraiment, le début, ça a été la Zambie. Ça a été 2005-2006. C'est là où on a pris connaissance de ces fonds rapaces, comme les appellent aussi les Nations Unies. Ils ont différents termes. Ça, tu pourras... C'est assez marrant parce que le FMI, il ne parle pas de fonds vautours. Il parle de créanciers procéduriers. Les créanciers irréductibles aussi. Ça, c'est un nouveau terme à la mode. Enfin, voilà. Mais tout ça, c'est la même chose. Au fonds rapaces, donc les Nations Unies parlent de fonds rapaces. Voilà. Et donc, nous, on n'était pas aussi au courant. Donc, en fait, par rapport à l'histoire du Congo-Brazzaville, hop, on apprend ça pareil, d'un seul coup, en même temps que le gouvernement belge, qui finalement, paf, quoi, notre argent est détourné. Ah oui, bon, vous avez un jugement. Ah oui. Donc, on prend connaissance de ça. Et donc, immédiatement après, on se met en contact avec des députés en Belgique pour faire une loi assez rapidement, en profitant un peu de l'indignation qu'il y avait à ce moment-là, parce que voilà, tout le monde, de la droite parlementaire à la gauche parlementaire, était d'accord pour dire c'est dégueulasse, quoi. Et paf, en 2008, on se retrouve avec une loi qui est très courte, 2 articles, et l'essentiel est dans un article de loi qui dit les fonds de la coopération au développement dorénavant sont incessibles et insaisissables. Donc insaisissables, personne, donc y compris les fonds vautours, ne pourront à l'avenir saisir l'argent de la coopération au développement. Ok, après ça, il y a 2015. Et donc nous, on continue au CETM à fond à bosser sur les fonds vautours, donc on regarde comment ils agissent, et on se rend compte qu'il n'y a pas que les pays du Sud qui sont victimes. La Grèce, en 2012, a été victime d'un fonds vautour. Et comme je le disais tout à l'heure, là, il n'y a pas eu procès. La Grèce, déjà matraquée par ses créanciers, etc., donc gouvernement en 2012, paf, se retrouve face à un fonds vautour qui est aussi connu, c'est le fonds Dart Management. Donc ça, c'est un vieux fonds vautour, on le retrouve déjà dans les années 90 aux côtés de Singer. Ils ont fait leurs armes ensemble, quoi. Et en Grèce, 2012, ce fonds vautour ne participe pas à la réduction de la dette. Donc il y a eu une réduction de la dette qui s'est faite en 2012, mais qui ne concerne pas Société Générale, BNP, Dexia. Toutes ces banques-là ont été sauvées dès 2010 par la Troïka. Donc tu sais, la Troïka qui prête à la Grèce pour que la Grèce prête aux grosses banques. Mais en 2012, il reste des créanciers privés, des petits porteurs, des investisseurs italiens, etc. et des fonds vautours qui, depuis 2010, ont vu « Ah putain, la Grèce est aussi comme un pays du Sud vraiment en détresse financière. Je rachète une partie de sa dette sur le marché secondaire et a demandé, a exigé de la Grèce le paiement à 100%. Et la Grèce a dit « Ok, non, je ne veux pas en procès, je cède. » Et 90%, et donc ça a été donc la Grèce a cédé et a payé directement près de 500 millions d'euros
à un seul fonds vautour, donc le fonds vautour d'Art Management. Donc voilà, on continue à regarder l'action des fonds vautours et on se dit, ben voilà, bon, on le savait dès le début, la coopération au développement c'était un premier pas pour nous, c'était un premier pas cette loi de 2008, mais ça réglait absolument pas le problème. Il faut d'autres lois, en fait il faut mettre des bâtons dans les roues partout, puisque les fonds vautours n'ont pas de limite, et notamment aux États-Unis, puisque les fonds vautours saisissent beaucoup les juridictions états-uniennes, mais pas que, les juridictions belges ont été saisies plusieurs fois, les juridictions anglaises. Et en Angleterre, donc nous on travaille avec la société civile entre guillemets en Angleterre, des ONG anglaises, des mouvements sociaux anglais, qui en 2010 font passer une loi. Donc première loi au niveau mondial, la Belgique, deuxième loi, le Royaume-Uni, qui protège, en fait qui plafonne le paiement, le remboursement d'une dette au bénéfice des pays pauvres très endettés, donc ces fameux 40 pays. Donc ça veut dire qu'un fonds vautour ne pourra pas obtenir plus que ce que les créanciers ont consenti comme allègement de la dette au titre de l'initiative PPTE. Donc pareil, une loi limitée, mais c'est encore un jalon de poser. Et ensuite, donc nous on continue à travailler dessus, et donc on voit qu'il y a des pays du Nord aussi qui sont concernés, et donc on se réunit pendant plusieurs années, en fait ça a pris du temps, ça a pris au moins 3 ans avec les parlementaires pour confectionner une nouvelle loi qui serait beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus efficace à l'échelle de la Belgique pour lutter contre les fonds vautours. Et on dit bien dans le préambule de la loi que cette loi-là, elle doit, l'idée c'est de faire un effet d'entraînement au niveau européen et international pour que d'autres États prennent d'autres lois sur les fonds vautours. Et ça a en partie marché puisque donc, la loi est prise en 2015, on est en 2017, en 2016, la France a légiféré aussi sur les fonds vautours. Ça va moins loin que la loi belge, mais ça a produit son effet, quoi. Qu'est-ce qui se passe alors suite à la décision belge, je dirais à la loi belge? Il y a des réactions? Donc la loi belge, il y a des réactions, bah ouais, je t'ai dit, le lobby financier Femelfin qui dit non, la loi ça va faire fuir les investisseurs de la Belgique, donc la Belgique sera une place financière qui sera moins fréquentable. La plainte de NML aussi. À ce moment-là, NML n'était pas là. Alors, peut-être qu'NML a fait du lobby, je pense que oui. NML a suivi l'adoption de la loi, ça me semble évident. Femelfin, donc juste avant l'adoption de la loi, qui envoie un courrier à tous les parlementaires en disant en gros ne signez pas cette loi, c'est pas bon pour les investisseurs, pour l'image de la Belgique. La BNB, la Banque nationale de Belgique, fait la même chose. Donc la Banque nationale de Belgique dit la même chose en disant cette loi-là n'est pas bonne. Ce qu'il faut, c'est une initiative internationale, multilatérale, Elle etc. envoie aussi Ouais. Donc elle fait du lobby. Oui, la BNB vis-à-vis des parlementaires de son pays, quoi. Bien sûr. Elle fait du lobby en disant ce qu'il faut, c'est pas une loi, c'est une initiative européenne internationale. Mais les deux ne sont pas contradictoires. Et d'ailleurs, c'est bien expliqué dans la loi. La loi, c'est une étape. Et même il y a des parlementaires qui le disent en disant bah oui, mais si personne ne prend le lead, oui, on peut négocier pendant des années. Mais pendant ce temps-là, les fonds vautours, eux, ils font leur business et ça se fait sur le dos des populations et y compris sur le dos de la coopération au développement. Voilà. Donc on voit tout de suite une levée de bouclier. Donc la loi stipule, lorsqu'un créancier poursuit un avantage illégitime par le rachat d'un emprunt ou d'une créance sur un État, ses droits à l'égard de l'État débiteur seront limités au prix qu'il a payé pour racheter le dit emprunt ou la dite créance. Donc, en gros, il n'aurait presque plus beaucoup d'avantages, quoi. Ouais. Mais donc pour qu'on considère l'avantage comme illégitime, un critère parmi plusieurs autres doit être au moins rempli, dont celui qui énonce que le créancier a abusé de la situation de faiblesse de l'État débiteur pour négocier un accord de remboursement manifestement déséquilibré. Alors je rappelle qu'un vautour est un rapace qui se nourrit de charognes et de détritus. Alors je me demande si les fonds du même nom ne se nourrissent pas au fait d'États en déliquescence. Et cette loi n'est-elle pas, en fin de compte, révélatrice des derniers espaces d'un État qui a délaissé le pouvoir aux mains de la finance et qui, en dernier recours, tente un peu de se protéger de ce qu'il a créé, ou en tout cas laisser faire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est le signe d'un pouvoir ou de dernier soubresaut d'un État qui a tout laissé à la finance?
Bah oui, et justement, un moyen de reprendre la main, c'est pas, c'est pas le miracle, mais c'est de légiférer. Ouais. Tu légifères, quoi, tu régules. Donc oui, ça c'est vrai que c'est un symptôme du fait que la finance aujourd'hui, elle fait un peu ce qu'elle veut, quoi. Le marché secondaire aussi, enfin c'est là où se produisent les abus, c'est là où ils arrivent à avoir cette disproportion manifeste. Donc le marché secondaire, il est complètement dérégulé. Hein. Avec cette défense contre les faux vautours, cette unanimité parlementaire par rapport à la loi de 2015, est-ce qu'on risque pas de tomber un peu dans le phénomène de l'arbre qui cache la forêt? C'est-à-dire ces dettes elles-mêmes sont souvent odieuses, n'ont aucune raison d'être. Donc ok, on dit, on les laisse propriétaires, comme tu viens de dire un peu. Vous n'aurez pas 300%, mais vous pouvez quand même récupérer. Alors ok, le fonds vautour ne gagne rien, mais ça détourne de la question que ces dettes sont odieuses et sont en général payées par classe moyenne, même classe paupérisée, qui en sont victimes et qui font naître des politiques d'austérité et de la recherche d'impôts ailleurs, comme la TVA ou l'impôt sur les revenus. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de l'arbre qui cache la forêt? Il y a ce risque, pour nous, non, parce que nous, on conçoit tout de suite, dès le départ, la lutte contre les fonds vautours comme une porte d'entrée, justement, pour se plonger dans les méandres de la finance, du système de la dette, quoi. Et pour ensuite s'apercevoir, mais finalement, oui, les fonds vautours, c'est des vrais parasites, mais de l'autre côté, on a le Club de Paris qui réunit les grands États créanciers, on a le FMI, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne, aussi, c'est des créanciers qui causent énormément de dégâts à la population. Donc pour nous, les fonds vautours, c'est une accroche pour voir ce qu'il y a comme reste de dettes odieuses, dettes illégitimes, etc. Et l'un n'empêche pas l'autre. Par exemple, dans nos arguments, on parle de dettes odieuses, en disant, au fait, ce que réclame le fonds vautour, là, il fait tout un développement sur l'Argentine, mais n'oublions pas que aussi la dette argentine originelle, elle est odieuse. Tu vois, donc on se dit pas, bon voilà, il y a les méchants d'un côté, et puis les bons créanciers de l'autre, et eux, il faut leur payer, voilà. Mais voilà, pour nous, c'est une porte d'entrée, et le but, c'est vraiment, oui, d'en finir avec cette domination de la dette, quoi, d'en finir avec la domination du FMI, de la Banque mondiale, etc., quoi. Il faut rappeler quand même que les États empruntent à des taux exorbitants déjà notamment je crois à la Banque Centrale Européenne, qui elle prête aux banques privées à des taux... Rien du tout, c'est du 0%. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire à ce niveau-là? Parce que ça, bon, on sort un peu des faux vautours, mais c'est quand même lié... Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites à ce niveau-là? Est-ce on peut rêver que ça disparaisse, ou en tout cas parce que un État, moi je trouve qu'un État peut s'endetter pour le bien-être de la population. Oui, c'est ça, pour des dettes légitimes, quoi. Donc en fait, c'est ça qui est important aussi, c'est que la dette publique, c'est quelque chose de bien particulier, même en droit, quoi. Même les juristes, c'est une dette qui doit servir à l'intérêt public. Et ça enfin, c'est rarement dit. On envisage un État comme une entreprise, ou même comme un particulier. Or, l'État, c'est ce qu'on rappelle aussi dans nos arguments juridiques, l'État, il a des obligations peut-être vis-à-vis des créanciers lorsque la dette est légitime, parce qu'elle a servi à l'intérêt public, mais n'oublions pas que même si elle doit rembourser une dette qui a servi pour la construction d'hôpitaux, etc., elle a des obligations vis-à-vis de sa population. Elle doit assurer la continuité des services publics, etc., quoi. Et que ces obligations-là, elles sont supérieures aux obligations financières, aux obligations de remboursement de la dette. Donc ça, c'est important de rappeler ça, que même au niveau juridique, un État doit d'abord assurer le bien-être de sa population avant d'honorer sa dette. Ça, c'est écrit dans plusieurs arguments juridiques. Il y a l'état de nécessité qui dit ça, donc ce qu'on a développé notamment dans notre rapport d'audit sur la dette grecque, etc., etc. Et la Banque Centrale Européenne, ben oui, c'est un scandale, quoi. La Banque Centrale Européenne, elle vient vraiment en soutien au secteur privé, quoi. Elle ne prête pas aux États, la Banque Centrale Européenne, comme tu l'as dit. Elle prête aux banques privées qui empruntent à du 0% et qui ensuite vont prêter aux États à des taux, voilà, ça peut aller jusqu'à 4, 5%, 6, 7%. Voilà, donc là, il faut clairement le dire, quoi, la Banque Centrale Européenne, elle n'est pas là pour sauver les États, elle est là pour sauver le secteur financier. Et c'est ce qu'elle a fait avec la Grèce en 2010. En 2010, non, parce que en 2010, il y avait une réunion
au sein du FMI, donc des administrateurs du FMI, qui se disaient, mais avant le premier mémorandum, donc avant le premier super programme d'austérité, où il était clair, et c'est dit noir sur blanc, on a le mémo du FMI, le document, le transcript, qui dit que plusieurs administrateurs disent la dette est pas soutenable de la Grèce, avant le mémorandum. Il faut restructurer cette dette. Donc ça veut dire qu'il faut en effacer une partie. Ok ? Donc tu as l'administrateur du Brésil, de l'Argentine, de la Suisse notamment, de la Suisse qui disent ça. Et qui disent, il faut, ça sert à rien de prêter, ça sert à rien que le FMI prête de l'argent à la Grèce, alors que la dette grecque est déjà insoutenable. Et en plus que nos statuts, les statuts internes du FMI, interdisent au FMI de prêter à un État dont la dette n'est déjà pas viable. Et ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait quand même parce que Dominique Strauss-Kahn était dirigeant du FMI, et ça c'est avéré. Et il voulait sauver les banques françaises et les banques allemandes qui étaient les principales créancières de la Grèce avant 2010. Et la Banque Centrale Européenne est arrivée là aussi en faisant pression, en disant « Et si vous restructurez la dette grecque en 2010, donc si vous restructurez la dette, donc étant entendu, si vous imposez une réduction de la dette à l'égard des banques privées, moi, Banque Centrale Européenne, je coupe les liquidités aux banques grecques. » Donc en 2010, Trichet qui dit ça. Rappelons qui est à la tête de la BCE. Draghi, qui vient de Goldman Sachs. Oui, non, mais c'est clairement, la Banque Centrale Européenne est clairement liée aux intérêts privés. Ça, ça fait pas de doute. Bon, l'ancien président de la commission va chez Goldman Sachs. Oui. Juncker est l'architecte principal de la ultra-libéralisation du Luxembourg et des paradis fiscaux. Oui. C'est une vraie mafia. Comment... Donc c'est pas avec eux, je veux dire, c'est pas avec eux qu'on va changer les traités voilà. pour permettre à la Banque Centrale Européenne de prêter directement aux États à du 0% comme il le fait avec les banques privées. Ça sert à rien d'imaginer un changement des traités de ce point de vue-là, quoi. Donc ce que nous on dit, c'est qu'il faut désobéir, notamment aux traités européens et aux jeux. Ouais. Alors, en septembre 2015, la Belgique ne vote pas en faveur de la résolution de l'ONU visant à mettre en place un cadre juridique international pour les restructurations de dettes publiques, qui aurait pourtant permis d'entraver l'action des fonds vautours. C'est quand même marrant qu'en même temps, ils votent la loi de 2015 pour empêcher les fonds vautours d'avoir la main mise sur les créances d'État, mais après... Ils n'étaient pas mis au courant ou... Si, ils sont bien au courant. Non, mais c'est Qu'est-ce qui s'est passé? Non, alors là, là tu touches à un truc... Bon, schizophrène, non, parce que c'est voulu, quoi. C'est conscient. Attends, et puis en 2016, mars 2016, il y a une résolution qui va pas très loin sur la dette des pays du Sud. La Belgique vote contre. S'abstient même pas, ils votent contre. La résolution de l'ONU, ils se sont abstenus. C'est une abstention, la Belgique. Ils ont suivi l'ensemble des pays de l'Union Européenne, il n'y a que l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui ont voté carrément contre. Mais la Belgique, au niveau européen international, ne fait rien de progressiste sur la dette et rien de progressiste sur les fonds vautours, alors qu'il y a une loi qui est une pionnière au niveau mondial, quoi. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, donc on écrit là-dessus, on interpelle là-dessus, on travaille des parlementaires pour qu'ils posent des questions parlementaires au gouvernement pour dire mais écoutez, on a une loi belge et vous n'en parlez même pas. Ils n'en parlent pas, au niveau européen, international, il y a le rapport Ziegler que j'ai mentionné tout à l'heure, à aucun moment donné, j'ai vu la vidéo, tu vois, où ils sont tous en train de prendre 2-3 minutes de temps de parole pour commenter. Rien du tout. Ils promeuvent pas du tout la loi. Alors que justement, un objectif de la loi, c'était de dire, cette loi-là, elle va dans le bon sens, mais elle n'aura de sens que si elle est adoptée par un maximum d'États. Et quand les fonds vautours sont à l'ordre du jour, ou la dette, rien du tout, quoi. Ils le font pas parce que c'est trop dangereux, c'est vraiment trop ambitieux pour eux. Je pense que le gouvernement veut pas. Il doit y avoir de fameux lobbies aussi derrière. Oui. Donc sûrement, faut questionner ça, mais c'est quand même dingue
qu'une législation ne soit pas portée au niveau international et européen lorsque on traite de cette question au niveau européen et international. Et alors même que la BNB dit ce qu'il faut, c'est une solution internationale. Bah oui, on est d'accord, mais voilà, maintenant faites-le. Est-ce que la Belgique a mis en place des résolutions parlementaires pour un audit de ses créances pour identifier, annuler toutes ces dettes odieuses? Elle l'a fait, ça? Non, elle le fait pas. Elle le fait pas et elle s'assied consciemment sur les textes du Parlement. 2007, 29 mars 2007, on a permis l'adoption d'une résolution du Parlement qui parle de dette odieuse, qui parle d'un moratoire sur la dette, donc la dette qui ont des difficultés de remboursement, etc. Dire, voilà, avant de les faire payer, puisque, comme je te l'ai dit, la première obligation d'un État, c'est d'abord les conditions de vie de sa population. Marquons une pause, suspendons le paiement de la dette sur certains États et faisons un audit de la dette, un audit de toutes les créances de la Belgique. Donc, qu'on y voit clair, d'où viennent ces créances belges. Oui, évidemment. Et d'annuler la partie odieuse. C'est voté par le Parlement, c'est voté. C'est jamais mis en place. On interpelle le gouvernement là-dessus, les parlementaires le font, ils nous disent « oui, c'est en cours ». Ils disent ça, oui, c'est en cours. Mais ça, depuis 2008. Il n'y a rien qui sort. Sur la dette tunisienne, après les soulèvements populaires, on a fait adopter une résolution sur la dette tunisienne, en reprenant les mêmes mots d'ordre, en disant « ah, tout le monde dit Ben Ali, dictateur, dette odieuse même, on a entendu, dette odieuse, Ben Ali, il faut aider la transition démocratique ». Bah oui, d'accord, alors que la Belgique agisse à son niveau et annule les dettes odieuses de Ben Ali après un audit. Tu vois, déjà après un audit. Cette résolution passe, elle est votée en 2011. Le gouvernement s'assied dessus. Et là, ce qu'on a fait, c'est... il y a un conseil, ça a été créé par arrêté royal, ça s'appelle Conseil consultatif sur la cohérence des politiques. Donc c'est un espèce de conseil qui réunit des académiques, des gens de la société civile, des syndicats, des universitaires et la DGD, Direction Générale. Donc, et qui est chargé d'émettre des avis au gouvernement belge. Donc, rien de révolutionnaire, mais voilà, c'est une instance qu'on ne peut pas dire révolutionnaire. Tu vois. Et le Conseil a rendu un avis en fin décembre de cette année en disant la Belgique doit auditer. Notre avis, c'est la Belgique doit auditer la dette des pays qui lui doivent de l'argent et pour identifier la partie odieuse, illégitime, et cette partie-là doit être annulée. Et la Belgique doit faire la promotion de la loi contre les fonds vautours sur le niveau européen international. Et donc voilà, on a eu cet avis et là, on a déposé une question parlementaire la semaine passée pour dire au gouvernement belge, par la voie d'une question parlementaire, qu'est-ce que vous attendez pour lutter contre les fonds vautours au niveau européen international et pour faire cet audit qui est promis depuis... Ça, ils n'ont pas encore répondu Non, depuis 9 ans. Ils ont combien de temps pour répondre? Ouais, alors là, ils n'ont aucune limite. Juste pour terminer, en France, le remboursement des intérêts de la dette représente 10% du budget de l'État. En Belgique, c'est une idée de combien ça fait? Le remboursement de la dette belge? Ouais, c'est le premier poste. C'est le premier poste aussi. Premier poste budgétaire. Je pense comme en France. Comme en France. Capital peut-être pour convaincre aussi, pour dire aux gens qui payent cette dette, ça a un effet énorme sur la structure sociale des États et c'est surtout les classes moyennes et les plus pauvres qui la payent. Les riches trouvent toujours des moyens de s'en détourner. Les gens ne se rendent pas énormément compte de ça. Oui, et c'est pour ça qu'on essaye d'en parler à travers l'audit citoyen. Parce que, voilà, au niveau gouvernemental, parlementaire, institutionnel, il n'y a rien qui bouge. Même si il faut quand même préciser que nous, quand on dit il faut un audit entre guillemets institutionnel, un peu comme l'a fait Correa en 2008-2009, donc sur le volet de la dette, il a mené quelque chose d'intéressant. Sur d'autres pans de sa politique, c'est une catastrophe. Mais il a mis en place un audit de la dette donc institutionnel et il a ouvert dans cette commission d'audit, il y a des représentants des mouvements sociaux équatoriens, des mouvements indigènes, de féministes, société civile équatorienne, plus des mouvements sociaux internationaux, des réseaux internationaux, comme le CETEM. Donc nous, on a fait partie, comme tu sais, de la commission d'audit équatorienne. Donc nous, quand on dit audit institutionnel, c'est à chaque fois avec participation de
des mouvements sociaux, quoi, que ça soit pas un truc cantonné à des fonctionnaires ou au sein des ministères, parce que là c'est sûr qu'on trouvera aucune dette illégitime, aucune dette odieuse, etc. Tout sera nickel, quoi. Donc nous, voilà, pour la dette belge, très clairement, il y a un problème aussi en Belgique, quoi. C'est la dette qui gouverne nos politiques, clairement. C'est au nom de la dette, au nom des déficits qu'on va dire, franchement, on n'a pas le choix, quoi. On doit être plus compétitif, on doit réduire nos budgets sociaux pour les rendre plus efficaces. Il faut des partenariats publics-privés parce que ça coûte trop cher. Il faut geler les salaires. Bon, bref, toute la politique d'austérité, c'est au nom du remboursement de la dette qu'il faut, selon nous, questionner en disant, mais au fait, on nous demande de faire tous ces sacrifices pour payer la dette, mais est-ce que cette dette est vraiment légitime également? Et donc là, on questionne les sauvetages bancaires, les politiques fiscales, dont tu parlais un petit peu implicitement, en disant que finalement, c'est les classes populaires, les classes moyennes qui payent le prix de la dette, puisque les riches en Belgique, eux, en profitent. Ils en profitent de deux façons. Ils en profitent parce que, déjà, politique fiscale, c'est en leur faveur, ils payent très peu d'impôts, et ce sont ces gens-là qui détiennent la dette belge à travers leurs actionnariats dans les grandes banques, BNB, etc., quoi. Et qui aujourd'hui vont dire à la Belgique, vous vivez au-dessus de vos moyens, il faut arrêter ce rythme de vie, quoi. Alors, pour terminer, peut-être... Et le premier poste budgétaire, et c'est, que je te dise pas de bêtises, c'est 20% du budget qui est attribué au paiement de la dette. Et là, sans qu'il y ait aucun débat sur est-ce qu'il faut l'austérité sur cette dette? Est-ce que, justement, on n'essaierait pas de, tu vois, même ça, moduler le paiement de la dette? Est-ce qu'on nous réclame tant d'intérêt sur la dette? Il y a un truc qu'on vient de découvrir, c'est que si l'État belge n'avait pas d'intérêt à payer, juste le capital à rembourser, donc on a vu que les intérêts, ça enrichit les banques qui profitent des taux à 0% de la BCE. L'État belge serait en surplus budgétaire. Tu vois? Donc voilà, déjà questionner le paiement des intérêts. Parce que ça, il n'y a pas de débat là-dessus, quoi. Et c'est la première dépense de l'État. Alors évidemment, un point qui me tient à cœur, c'est s'il n'y a pas de débat, c'est parce qu'évidemment, on sait à qui appartiennent les médias. Donc ils te laissent faire une carte blanche, c'est amusant, c'est bien. Mais s'ils en parlaient vraiment, s'ils en faisaient des dossiers et qu'ils en parlaient au moins une fois par semaine, s'ils faisaient des émissions à la télé, l'opinion publique, entre guillemets, serait très vite au courant et il y aurait une mobilisation populaire beaucoup plus forte. C'est ça aussi le... Oui, c'est ça. Oui, voilà, comme tu dis, on a quelques tribunes, mais c'est pas à la hauteur de l'enjeu. De l'enjeu. Attends, la Belgique est aujourd'hui attaquée par le mec qui représente le 1%, quoi. C'est vraiment... Paul Singer, c'est le milliardaire états-unien qui est le principal lobbyiste aux États-Unis du Parti républicain. Tout son business est proprement scandaleux et aujourd'hui il veut faire la loi en Belgique. T'imagines? Enfin, il vient en Belgique en disant cette loi-là, elle n'est pas bonne, vous me l'annulez, quoi. Et comme tu dis, il n'y a eu aucun débat télé. Rien du tout. Et pourtant, on essaie de les solliciter sans trop non plus se faire de films, quoi. Mais on se dit quand même... Là, en fait, on s'est dit... Oui, quand même, on se dit... Là, il y a un procès, ça va intéresser les médias, quoi. Les médias dominants vont nous donner, je sais pas, l'émission du dimanche, il va y avoir des débats là-dessus, quoi. Rien du tout. Quand on voit l'affiche que Kéros a faite, sur les médias qui appartiennent aux 6, 7, 8 plus grandes familles belges, on comprend qu'indirectement il y a autocensure. Elle est ignoble, mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont des intérêts clairement dans ces fonds vautours et dans ces créances. Voilà, donc le combat se situe aussi au niveau médiatique. Voilà. Et peut-être que tu veux savoir, comme ça, l'audience. Parce que là, tu vois, donc la phase écrite, elle est finie. Et donc l'audience, la dernière étape, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel devant la Cour constitutionnelle. Et on ne sait pas, mais ça devrait arriver cette année. Donc voilà, je te tiendrai au courant. On se tiendra parce au courant. que voilà, eux, ils n'ont pas non plus de limite. Comme les ministres pour répondre aux questions parlementaires, les juges n'ont pas de limite pour traiter une affaire. Mais normalement, ça devrait se faire cette année. Voilà.
merci hein, Renaud. Merci à toi, c'est cool. Voilà, on n'a pas dépassé 1 heure. C'est très bien.